Bon, merci Clément pour cette invitation. Je dois dire que c'est la première fois de ma vie que je rentre au Collège de France, donc ça me fait très plaisir. Je vais essayer de vous tenir bien en haleine, vu que vous commencez à avoir faim, etc. Donc ça va être, j'essaie de vous tenir intéressé jusqu'au bout de ma présentation. Je vais en fait vous raconter une histoire assez simple. Et Emmanuel vous a fait une belle introduction, vous expliquant d'abord que le graphène ou les nanotubes, c'était pas soluble dans l'eau, puis en vous expliquant que j'allais vous expliquer comment on pouvait justement les solubiliser dans l'eau. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous expliquer qu'on peut mettre du graphène dans de l'eau sans avoir besoin d'utiliser un surfactant, un savon, quelque chose. Et graphène, normalement, c'est un mot qui, jusqu'à il y a 10 ans, était extrêmement bien défini. Ça voulait dire une simple couche, une simple couche atomique de graphite. Depuis, il y a beaucoup de choses qui s'appellent graphène maintenant, de l'oxyde de graphène plus ou moins réduit, du graphite plus ou moins exfolié. Donc maintenant, je suis obligé d'utiliser un petit peu je ne sais plus quel est le nom de la figure de rhétorique, mais enfin, je suis obligé de dire du graphène monocouche, ce qui n'a pas de sens. Voilà. Et s'il me reste un peu de temps à la fin, je vous parlerai aussi d'électronique à base de carbone qu'on fait à partir de déchets alimentaires. Voilà. Donc normalement, ça c'est ce que vous entendez ou ce que les gens dans la littérature qui connaissent le graphène vont vous expliquer, qu'on ne peut pas avoir du graphène monocouche dans l'eau. Et moi, je vais vous montrer qu'on peut le faire moyennant un peu de chimie, on va dire un petit peu astucieuse. Voilà. Donc le plan de mon exposé, je vais vous... Alors, oui, ok, ça marche. Bon. Tout en haut, là, je vais d'abord vous expliquer donc, cette histoire de graphène monocouche dans l'eau. Et je vais vous montrer qu'il ne s'agit pas simplement de dire j'ai du graphène, mais de le montrer. Et en particulier, je vais vous expliquer comment la microscopie Raman me permet de prouver qu'on a du graphène monocouche dans l'eau. Il marche, Donc je vous montrerai qu'on peut avoir la signature spectroscopique du graphène dans l'eau. Et ensuite, je vous parlerai de la stabilité de ces dispersions, qui sont bien sûr des systèmes métastables, mais à notre grande surprise, on pensait que ça allait marcher quelques heures ou quelques jours, et c'est stable plusieurs mois. Et ensuite, donc, si j'ai du temps, je vous parlerai d'un projet européen dans lequel on a travaillé. On part de déchets alimentaires, et on obtient des petites particules de graphène multicouche. Là, on est bien dans la multicouche, et on a pu faire des applications en électronique organique avec. Voilà. Donc l'eau de graphène, donc ici, voilà, vous avez un flacon avec du graphène dedans, et il n'y a pas de tensioactif ni autre additif. Voilà. Alors ça, c'est les méthodes traditionnelles pour préparer du graphène, qui marchent très très bien. Hein. Normalement, on part de graphite, et puis on fait une méthode très oxydante pour former ce qu'on appelle de l'oxyde de graphite ou oxyde de graphène. On vous a parlé, Emmanuel, tout à l'heure aussi. Et ensuite, on fait donc ça, c'est plein d'oxygène. Et ensuite, on fait une réduction, et on enlève la majorité des atomes d'oxygène, et on obtient ce qu'on appelle du reduced graphene oxide. Alors, il y en a une exfoliation complète, et c'est soluble dans l'eau, ça c'est les avantages. Par contre, il reste des défauts. Soit on a fait des trous dans le petit plan de graphène, soit on a laissé des atomes d'oxygène. Voilà. Ensuite, il y a l'exfoliation mécanique dans les liquides. Donc on part de graphite, on rajoute un surfactant, et puis on met de l'énergie mécanique, c'est-à-dire en général de la sonication ou bien du cisaillement, du fort cisaillement. Et ça ressemble à ce qui se passe dans votre machine à laver chez vous, où vous mettez des savons et vous mettez de l'énergie mécanique. Et le savon, c'est une molécule amphiphile, va permettre de prendre la saleté et de la tirer dans la phase aqueuse. Ben, c'est la même chose qu'on fait ici. C'est un avantage, c'est que c'est pas cher du tout. Par contre, on n'a jamais vraiment de graphène, mais sinon on a une distribution d'épaisseur de 1 à 20 couches. Une couche étant, je dirais, la queue de la gaussienne de la distribution, des concentrations assez faibles, et on a besoin d'utiliser donc des surfactants qui sont souvent pas très biocompatibles ou des solvants toxiques quand on travaille en solution non aqueuse. Ensuite, il y a une méthode qu'on a mis au point il y a une dizaine d'années, que j'ai mise au point il y a une dizaine d'années dans mon laboratoire, la dissolution réductrice, qui marche aussi sur les nanotubes, mais là je vous la montre sur le graphite. Donc on part de graphite, et on l'a mentionné dans la matinée, avec l'intercalation. On intercale ça avec du potassium, et on obtient ce composé ici, qui est le KC8, qui est je dirais, l'archétype des composés d'intercalation du graphite, qui existe depuis une centaine d'années, hein, depuis les années 1920. Voilà, ça c'est la structure de ce composé. Voilà. Et en fait, si on expose ce composé à un solvant organique tel que la N-méthylpyrrolidone ou le tétrahydrofurane, on obtient
des solutions qui contiennent des plans de graphène monocouche et chargés négativement, donc des plans graphénures. C'est un problème, c'est que ces plans graphénures sont aussi réducteurs que l'était le potassium qui a servi à les fabriquer, et donc ce n'est pas stable sous conditions atmosphériques, et il faut donc travailler en atmosphère inerte dans des boîtes à gants à atmosphère contrôlée. Voilà. Voilà. Alors maintenant, là je change brutalement de choses, je vais vous montrer comment on a pu prendre ces solutions de graphénure et les transférer dans l'eau pour avoir du graphène dans l'eau. Et en fait, Clément, hier soir, me demandait lors du dîner si ça avait été une découverte par chance ou par hasard ou pas. Et non, en fait, c'est un collègue à moi, Carlos Drummond, qui travaille au Centre de recherche Paul Pascal, qui connaissait des systèmes où on peut mélanger de l'eau et de l'huile, et m'avait dit, ton graphène, Alain, si on le met dans de l'eau et qu'on enlève le gaz de l'eau, on devrait arriver à le dissoudre. Et en fait, il y a des gens, vous avez tous dans votre cuisine, vous avez essayé de mélanger de l'huile et de l'eau, vous pouvez agiter aussi fort que vous voulez, quelques secondes après, vous aurez un système diphasique avec l'huile séparée de l'eau. Et bien en fait, si vous enlevez le gaz qui est dissous dans l'eau, vous pouvez former une émulsion d'huile dans l'eau. Et on a fait la même chose avec le graphène. Voilà. Donc ici, on reprend ce que j'ai commencé à vous montrer sur la dissolution des composés d'intercalation du graphite. Donc on a le KC8 ici, on l'expose à du THF et on a cette solution. Vous avez les plans de graphénure séparés les uns des autres, avec des contre-ions potassium ici, et qui sont stables tant que je ne les ai pas exposés à l'air. Voilà. Ensuite, je vais les oxyder, c'est-à-dire que justement, je vais les exposer à l'air, et donc ils vont perdre leurs électrons, qui vont être transférés aux molécules d'oxygène, et ça, au bout de quelques heures, on va dire, ça va s'agréger. D'accord ? Mais avant que ça s'agrège, on le met dans l'eau. Alors si on le met dans de l'eau normale, voilà, vous avez le flacon qui est là, avec tout qui s'est agrégé très très vite. Voilà. Et si on le met dans de l'eau dégazée, voilà, vous avez ce système-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux cas ? Il faut savoir que dans de l'eau, vous avez toujours du gaz dissous. Et là, je ne vous parle pas d'oxygène, je vous parle de gaz. D'accord ? Donc, vous avez le graphène qui a une surface plutôt hydrophobe, et de l'eau et du gaz dissous dedans. Mais en fait, ce gaz vient s'absorber à la surface du graphène et il va écranter les interactions entre le graphène et l'eau. Si maintenant vous prenez deux de ces graphènes couverts d'une fine couche de gaz, vous les rapprochez, des forces capillaires, et ils vont s'agréger, et tout va tomber au fond, comme on a ici. Maintenant, si on a enlevé le gaz, on force le contact entre les plans de graphène et l'eau. Dans l'eau, vous avez des ions OH-, ils viennent s'absorber à la surface du graphène, et là, ça marche encore mieux que dans l'exemple que je vous ai montré avec de l'huile, parce que le graphène, c'est un matériau qui a des électrons, voilà, qui est très polarisable. On va avoir des forces de dipôle induits entre les ions OH- et le plan de graphène. Et donc, chaque plan de graphène couvert d'ions OH-, ben, c'est des objets colloïdaux et qui se repoussent par répulsion électrostatique. Voilà. Donc, on est ici avec les ions OH- ici, répulsion électrostatique, et on a cette solution, cette dispersion, pardon. Voilà. Alors, du point de vue, si je vous mets avec un peu de chimie, donc, on avait notre solution de graphénure dans le THF, on l'a exposée à l'oxygène, on a perdu les électrons sur les plans de graphène qui ont été transférés à la molécule d'oxygène, et à la fin, on se retrouve avec du KOH. Alors ça, si vous voulez, vous pouvez me dire que c'est un petit peu d'additif qu'on a ici. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je vous ai dit que les ions OH- s'absorbaient. On me dit, bah, qu'est-ce qui te le prouve ? Voilà. Ben, si on fait ça dans l'eau normale, là où tout s'agrège et ça ne marche pas, ben, on mesure le pH et on a un pH de 11 qui est dû justement aux OH- qui proviennent d'ici. D'accord ? Maintenant, si on fait ça dans l'eau dégazée avec notre dispersion ici, on a un pH de 8 parce que les ions OH- se sont adsorbés sur la surface du graphène. Alors, je vous le dis d'avance, si quelqu'un me posait la question à la fin, est-ce qu'on a des preuves microscopiques de ça ? On ne les a pas, on aimerait beaucoup. Si quelqu'un a une idée de comment on pourrait prouver microscopiquement, localement, montrer l'absorption des OH-, on aimerait beaucoup. Voilà. Alors ensuite, je vous ai parlé de signature Raman. Donc en fait, quand les gens font de l'exfoliation mécanique avec le scotch, graphène, après ils viennent faire du Raman dessus pour vous montrer la qualité de leur graphène. Et beaucoup de gens, quand ils font des choses en formulation liquide, ils essaient de faire la même chose. Ici, sur un dépôt. Ici, l'avantage, c'est qu'on est en train de faire du graphène
dans le liquide. Donc on a mis une petite cuvette ici, ça c'est un microscope de spectromètre Raman. Et ici, le faisceau laser vient ici, il est réfléchi par un miroir et repart, et on mesure l'effet Raman de tout le liquide. Donc on a une statistique qui est intrinsèque au fait qu'on mesure dans le liquide. On n'est pas en train de mesurer une plaquette, on est en train de mesurer ce qu'il y a dans tout le liquide. Voilà. Donc ça ici, en noir, c'est la signature du graphène dans l'eau, de notre dispersion. En rouge, c'est une cuvette avec juste de l'eau. Alors ensuite, on fait la soustraction du signal de l'eau, du signal noir, et on obtient ce signal-là, ici, avec plusieurs bandes. Alors la bande G, c'est une bande caractéristique dans le Raman des matériaux carbonés, et en particulier des matériaux graphitiques. D'ailleurs, c'est la bande graphitique, si vous voulez, qui est vers 1600 cm-1. Et il y a une bande 2D qui est extrêmement caractéristique du nombre de couches et de la corrélation de position entre les couches. Voilà. Et ensuite, il y a une autre bande qu'on n'est pas censé avoir, qui est la bande D, qui est une bande de défaut. Et je vais vous expliquer un peu plus loin qu'est-ce que veut dire cette bande de défaut qu'on voit ici. Ensuite, alors ça, c'est juste pour comparer. C'est le même graphite dispersé avec du tensioactif et de la sonication, donc la petite machine à laver, là. Vous voyez toujours, il y a aussi une bande D, il y a aussi une bande, bande D', c'est aussi une bande de défaut, mais pas très importante pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et ici, vous avez la bande de D, vous voyez que sa forme est beaucoup plus est complexe par rapport à ici où il y a une belle forme lorentzienne, et elle est beaucoup moins intense en intensité. Et ça, c'est deux exemples qui vous montrent qu'ici, on a des multicouches, alors qu'ici, on a de la monocouche, mais je reviendrai là-dessus. Donc, on peut fitter, on peut ajuster ces courbes avec des lorentziennes. Vous avez ici un ajustement de la bande D, de la bande G et D' et de la bande de D. Et on peut donc donner les positions et les largeurs de chaque bande, et en particulier de la bande 2D. Alors, si on lit un peu la littérature, on vous explique que pour avoir du graphène monocouche, il faut qu'il y ait une bande 2D symétrique, lorentzienne. C'est vrai à partir du moment où on a du graphite qu'on appelle Bernal, ou du graphite classique, je dirais, où chaque couche, j'ai une couche A, puis une couche B, A, B, A, B. D'accord ? Donc, dès lors que j'ai une couche A et une couche B, je vais avoir un signal complexe pour ma bande 2D, et donc il me faut une signal lorentzienne pour dire que j'ai une seule couche. Si maintenant j'ai du graphite qu'on appelle turbostratique, c'est-à-dire du graphite dans lequel les positions de chaque couche sont complètement décorrélées de ses positions voisines, je peux avoir 1 million de couches, je vais avoir une bande lorentzienne, d'accord ? Sauf qu'elle va être plus large, elle va faire dans les cinquantaines de centimètres-1, voire plus. Et ici, par contre, on a entre 25 et 35 cm-1, ça c'est l'épaisseur qu'on a pour une monocouche de graphène. Il y a quelques cas un peu exotiques de bicouches avec des orientations spécifiques où il y a des choses comme ça, mais ici on est en train de mesurer dans l'eau un ensemble de couches, il n'y a aucune raison que tous nos systèmes soient en bicouche avec un angle de 28 degrés ou des choses comme ça. Voilà, donc ici on a la preuve macroscopique de la présence de graphène monocouche et dans l'ensemble de la solution. Voilà. Alors ensuite, je vous ai dit qu'il y avait une bande qui était en trop, c'est la bande D, la bande des défauts ici. Donc on peut mesurer son intensité, pardon, il faut que je reste à côté du micro, excusez-moi. On peut mesurer son intensité par rapport à l'intensité de la bande G qui est à côté. On a une intensité de 1,6. Et ça, en vérifiant par rapport aux travaux de collègues de Belo Horizonte au Brésil qui ont beaucoup travaillé sur les défauts dans le graphène et le graphite, on s'aperçoit que ça correspond donc à 600 ppm de défauts. Alors maintenant, une autre manière de regarder les défauts dans les composés carbonés, c'est de faire ce qu'on appelle la spectroscopie de photoélectrons X, XPS. On voit ici. Vous avez ici en rouge le graphite, donc quelque chose d'assez propre. Vous avez ensuite un film à partir de graphénure qui est une courbe en noir. Et quand vous voyez la courbe en bleu, c'est le film fait à partir d'une dispersion aqueuse. Donc effectivement, on a un petit peu plus de défauts par rapport au graphite. Et ici, en rouge, en mauve, on a encore perdu une partie de ces défauts sans être complètement revenu au graphite. Mais il faut savoir que quand on regarde les spectres XPS d'oxyde de graphène réduit, par exemple, on a ici un gros épaulement dû aux fonctionnalisations que nous, on n'observe pas. Et voilà, ça c'est à peu près l'image. Il faut imaginer qu'il y a à peu près 7 nanomètres entre chaque défaut.
Voilà. Ensuite, il faut aussi savoir que nos petites plaquettes de graphène font dans les 300-400 nanomètres de diamètre. Le faisceau laser, lui, fait presque un demi-micron ou 700 nanomètres de diamètre. Donc vous avez dans votre faisceau laser, vous avez beaucoup de bords de graphène. D'accord? Donc ça, déjà, ce sont des défauts. Mais je ne vais pas vous expliquer qu'on n'a que des bords de graphène, parce que dans notre bande D, là, on a pu je vais vous l'expliquer sur la transparence suivante, un tiers à peu près est dû au bord, et les 2 autres tiers sont dus à une petite fonctionnalisation rémanente qu'on a lors de notre passage dans l'eau. Voilà. Qui peut être un inconvénient si on veut regarder certaines propriétés électroniques, mais qui peut être aussi un avantage si on veut venir greffer quelque chose dessus. Voilà, donc ici, ça c'est des films qui ont été faits à partir de ces solutions. Donc le film, au début, vous voyez séché à température ambiante, avec cette bande D ici, et au fur et à mesure qu'on chauffe, qu'on fait un recuit en haute température, vous voyez cette bande D diminuer. Voilà. Si on regarde la largeur de la bande de D, je vous ai parlé de ce 28 cm-1 dans la dispersion aqueuse, qui était le signal de la monocouche. Dès qu'on a fait un film, ben on est à 50. On est à 50. Pourquoi? Parce que j'ai quelques monocouches que j'ai mis les unes sur les autres. Je suis dans la situation du graphène, du graphite turbostratique, et donc j'ai élargi la largeur de raie. Oui. Et ensuite, on peut voir donc la signature de la bande AD sur AG qui a diminué à 0,5 ici. Et ici, un autre facteur, c'est le D sur D', donc c'est cette bande D sur cette bande-là, et la nature de ce rapport peut nous indiquer la nature des défauts. Et en fait, 9, ça correspond à un mélange de bords et de défauts de fonctionnalisation chimique type carbone sp3, on va dire, quand 3, justement, ce ne sont plus que des bords. Voilà. Donc on a un système bien conducteur. Hein, vous voyez, à la fin, on a une résistance de 0,03 ohms par centimètre. Si vous comparez ça par rapport aux encres à base de carbone, bon, bah, c'est beaucoup plus faible. La résistance est beaucoup plus faible. Bien sûr, ce n'est pas comme les encres à partir de particules d'argent. Mais ça, c'est encore autre chose. Ce n'est pas le meilleur système pour les systèmes conducteurs. On vous parle aujourd'hui énormément de graphène. Il y a 10 ans, on vous parlait énormément de carbone, de nanotubes de carbone. Moi, dans mon laboratoire, on continue à travailler sur les deux. Et pour faire des films transparents conducteurs à partir de formulation liquide, je préfère 100 fois les nanotubes de carbone. Voilà. Mais par contre, ça peut faire des coatings, des revêtements, voilà. Revêtements conducteurs, inertes, flexibles et légers. Voilà. Bon, ça c'est quelques images pour vous montrer qu'on n'a pas fait que du raman pour montrer qu'on a la monocouche. On a fait aussi de la microscopie à force atomique, où ici, il faut considérer, pour ceux qui n'auraient jamais vu d'image de microscopie à force atomique, ici c'est un codage, les couleurs correspondent à un codage en hauteur. Donc ici en orange, vous avez le fond, donc là c'est une plaque de mica, et en jaune ou en blanc, ça veut dire simplement vous êtes plus haut. Et donc vous voyez que les particules sont assez homogènes, sont très homogènes en couleur, à part les petites taches blanches, sont très homogènes en couleur. Et quand on fait des mesures de hauteur là-dessus, on trouve à 0,4 nanomètres, qui est là l'épaisseur d'une couche de graphène. C'est exactement 0,35 nanomètres, mais l'AFM n'a pas cette précision-là. Alors ensuite, il y a un effet intéressant ici. Ça, c'est aussi des images d'AFM, mais qui sont faites à partir de préparations différentes. Je dirais qu'il y en a une où on a été un petit peu moins précautionneux. Vous voyez, ici, là, on a une largeur de notre bande 2D de raman de 28 cm-1, donc on a de la monocouche. Et ici, on est à 37 cm-1, donc on est moins près de la monocouche, on a probablement un mélange. Et en fait, vous voyez que la monocouche, c'est quelque chose d'extrêmement souple, et on a du mal à la déposer. Et en fait, ici, sur cette surface, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça s'est plié, ça s'est roulé, ça s'est crumplé. Voilà. Alors qu'ici, pour le 37 cm-1, tout est super homogène en hauteur. Et si on regarde les statistiques ici, sur les statistiques en hauteur, on est à 1,2 nanomètres de hauteur, c'est-à-dire en gros 3 couches. C'est-à-dire qu'on a donné de la rigidité au système, et là, c'est extrêmement facile de faire des dépôts. Voilà, la stabilité. Donc, je vous disais que c'était quelque chose qui a été fait sur une idée de mon collègue Carlos Drummond, et on pensait que ça allait être stable quelques heures ou quelques jours. Et en fait, par raman, on peut montrer que c'est stable, vous voyez, au bout de 12 mois, il n'y a pas eu de changement sur le système ici. Alors, je vous montrerai après qu'en fait, c'est un système qui est un petit peu auto-nettoyant, c'est-à-dire que quand 2 plans de graphène commencent à s'agréger, tout de suite, ils vont plus s'agréger et ils vont tomber au fond.
Donc là, il faudra encore que je vous montre une courbe d'absorption UV visible pour vous montrer la concentration en fonction du temps. Il y a une petite perte. Voilà. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus profondément le pourquoi de la stabilité de ces systèmes. Là, vous avez des courbes d'énergie d'interaction en fonction de la distance de séparation entre deux plans de graphène. Voilà. L'énergie d'interaction ici est exprimée pour des particules d'à peu près 1 micron de taille latérale. Donc vous avez ici des forces de dispersion. Donc dispersion, ça veut dire Van der Waals, London, tout ça, qui vont agréger les particules. D'accord ? Donc elles vont agréger les particules. En rouge, vous avez l'électrostatique. Je dis qu'on avait les charges, les ions OH- qui sont sur les particules et qui vont les empêcher de... Voilà, donc l'électrostatique, elle est ici, avec une barrière d'énergie. Voilà. Les forces hydrophobes. Alors les forces hydrophobes, c'est une force un petit peu plus difficile à définir et qui fait quelquefois un petit peu polémique. Ce qu'il faut imaginer, c'est que vous avez votre plan de graphène, c'est valable avec n'importe quelle surface que vous mettez dans l'eau. L'eau, c'est plein d'un réseau de liaisons hydrogène. Vous mettez un plan, une surface dans l'eau, vous rompez ces liaisons hydrogène. Donc si j'ai deux de ces surfaces qui sont dispersées dans l'eau, j'ai une certaine quantité de liaisons hydrogène qui ont été cassées. Si maintenant je rapproche ces deux surfaces, je diminue la quantité de liaisons hydrogène que j'ai cassées. Donc la force hydrophobe, c'est aussi quelque chose qui va avoir tendance à l'agrégation. Voilà. Ensuite, il y a des forces d'ondulation qui sont ce qu'on regarde quand on regarde des membranes de tensioactifs, par exemple. Et là, on se rend compte que dans le graphène, c'est pas pertinent ici, ce n'est pas les bonnes échelles d'énergie. Voilà. Quand on fait le total de tout ça, on obtient la courbe en noir. Donc c'est une classique courbe avec une énergie d'activation, c'est-à-dire que c'est un système métastable. Si on le laisse suffisamment longtemps, à la fin, on doit avoir le graphène agrégé au fond, séparé de l'eau, mais il y a une barrière d'énergie. Voilà. Et cette barrière d'énergie qui fait qu'au bout de 3 mois, notre système est encore là. Maintenant, je vous ai dit qu'il était un peu auto-nettoyant, c'est qu'ici, on a le même calcul fait pour une monocouche, ou 10 couches, ou 30 couches. Et vous voyez qu'en fait, c'est la monocouche qui a la barrière d'énergie la plus haute. Donc en fait, dès que ça commence à s'agréger, ça va accélérer un peu le processus. Alors, ensuite, je vais vous montrer les mêmes courbes, mais totalement à une autre énergie. Donc ici, vous voyez, on est à 4000 kT à peu près, et on est à une dizaine de nanomètres. Donc on va aller regarder beaucoup plus loin et à beaucoup moins d'énergie. Donc là maintenant, on est à une cinquantaine de nanomètres, et on est à quelques kT. D'accord ? Donc ça, c'est en fait un minimum d'énergie qu'on regarde dans les suspensions colloïdales. C'est ce qui se passe dans le pastis. Quand vous mettez de l'eau dans le pastis et ça devient laiteux, c'est un minimum comme ça que vous voyez d'agrégation. Et en fait, donc, ce minimum secondaire qui est ici à grande distance, d'accord, on voit qu'il est complètement éliminé pour la monocouche. Et c'est donc aussi un facteur de stabilité de ces systèmes. Voilà. Ensuite, la concentration, elle est de 400 m² par litre. Alors, voilà. Merci aussi Emmanuel pour nous avoir expliqué que c'était la surface qui était très importante dans le graphène. C'est effectivement ici, on a une concentration de 0,15 mg par litre, ce qui ne paraît pas forcément beaucoup. Mais justement, quand on compare avec des dispersions où vous avez des tailles moyennes de 10 ou 15 couches dans les plaquettes, c'est sûr qu'un objet de 10 couches, ça va être 10 fois plus lourd qu'un objet de monocouche. C'est pour ça qu'on aime bien l'exprimer aussi en mètres carrés par litre. Voilà. Et donc, on a lancé sur ces résultats soutenus par le CNRS et par l'association de transfert en technologie de la Nouvelle-Aquitaine, le projet Carbon Waters, il y a déjà 2 ingénieurs qui travaillent sur la valorisation de ce système et pour une mise à l'échelle pour des flacons un peu plus grands que ce que je vous ai montré. Et avec la start-up devrait voir le jour à la fin de l'année 2017. Je me rends compte que j'ai parlé relativement longtemps. Je vais terminer avec l'eau de graphène. Donc, c'est une formulation liquide de graphène. Et encore une fois, j'insiste sur le monocouche qui est à base aqueuse, donc sans solvant organique, et qui est stable pour plusieurs mois. Voilà. Je pense que je vais passer là-dessus, parce que sinon, ça va être un peu trop long. Donc, désolé, mais on peut aussi faire de l'électronique à base
à base de déchets alimentaires. Voilà, donc bon, ça je vous l'ai déjà dit, en fait, les conclusions. Je vais juste quand même, il y a des gens qui ont travaillé là-dedans, et en particulier Georges VPT, ici c'est le postdoc qui a fait tous les systèmes d'eau de graphène, et ça paraît relativement simple, enfin, j'espère que ça a paru simple pendant que je vous l'ai expliqué. Ça a quand même demandé beaucoup de dextérité et de performance expérimentale. Et encore une fois, donc Carlos Drummond, il n'y a pas sa photo ici, mon collègue Carlos Drummond, chercheur au CRPP, c'est lui qui a pensé ces expériences avant qu'on les réalise. Voilà, et avec ça, je pense que je vais vous remercier pour votre attention et vous laisser une petite publicité si vous voulez entendre parler de plus de carbone au mois de mai. Merci beaucoup. Merci beaucoup.